Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Les Experts. Alors pendant une heure, nous passerons l'actualité de la semaine en revue. On va parler de sécurité, de violence, de pollution, entre autres. Pour analyser et commenter tout cela, 2 invités politiques et 4 expertes. Alors les 4 expertes sont tout d'abord celles qui organisent des soirées Tupperwave sur le droit des femmes avec son spectacle Quiche toujours. Zidani, bonjour. Bonjour. Elle passe au scanner l'actu de la capitale dans la DH. Pauline de Glume, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Elle est là dès qu'on parle d'avortement ou injures sexuelles. Sylvie Losberg, bonjour. Bonjour. Et elle régionalise tout ce qui bouge sur le site d'actu local vivreici.be. Bonjour Aurore Pénois. Bonjour. Alors on commence avec évidemment cette actualité dont on n'arrête pas de parler, c'est le harcèlement sexuel et moral qui touche pas mal de couches de la société, mais il touche maintenant le milieu artistique bruxellois. Depuis un article très documenté du Soir samedi dernier, consacré aux reproches faits au directeur du Théâtre des Tanneurs, on ne parle que de cela. Les subsides sont bloqués, il y a une pétition dans le secteur, cela barde avec retard, mais cela barde quand même. Exemple dans M, ce jeudi soir, la parole à une actrice, Valérie Beauchot, puis à un directeur de théâtre, Michael Delaunoy. Ce métier est aussi lié, il faut le dire, au désir. Ouais. On ne fait pas un métier comme ça, sans passion, sans désir. Donc tout est très... La limite est toujours très, très friable. Et se mettre à pied d'une institution parce que tout d'un coup, on tape sur la table et on dit non, ça ne se fait pas. Tout le monde a peur de le faire. Les jeunes comédiennes encore plus, forcément. Parce que quoi, on veut rester dans le circuit et on se dit si on parle... Parce qu'on veut jouer. Oui, mais c'est ça, mais rester dans le circuit, oui, c'est-à-dire que si on parle, on sort du circuit. C'est un petit milieu quand même, non, Michael Delaunoy? Il ne faut jamais oublier que les comédiens, une bonne part des techniciens et aussi, plus modestement, un certain nombre de postes administratifs travaillent avec des contrats précaires. Ce sont des contrats à durée déterminée. Il faut tout le temps rechercher du travail. Oui. Donc, ces gens sont moins protégés que des CDI. Ça, il faut vraiment se représenter ça. Et donc, ça peut amener un rapport un peu féodal entre celui qui a le pouvoir et celui qui vient demander. Alors Sandra Zidani, vous êtes une artiste, donc je ne sais pas si vous connaissiez ce cas-là au Théâtre des Tanneurs, mais donc je suppose que ça vous touche quand même. Oui, ça me touche. D'abord, je voudrais dire que je ne me suis jamais fait harceler, on ne m'a rien demandé, et donc moi, je blaguais, mais on ne m'a jamais demandé de coucher pour jouer. C'est pas que je voulais pas, mais on ne m'a pas demandé. Mais ce que je voulais dire, c'est que je crois que c'est important en tout cas que les victimes parlent. Je trouve que c'est quelque chose qui vient de se développer, surtout avec l'affaire Weinstein. Donc il y a une véritable hémorragie, et c'est très important que les choses se fassent. C'est peut-être juste dommage que ça doive se faire par le biais de l'Internet, parce qu'évidemment, c'est assez terrifiant pour la personne qui est pointée du doigt et qui est accusée, parce que c'est quelque chose qui est mis en évidence et qui peut faire aussi, paradoxalement aussi, beaucoup de dégâts sur le côté. Mais je trouve très important qu'aujourd'hui, les choses soient dénoncées et qu'on essaie de retrouver un cadre beaucoup plus éthique. Pauline de Glume. Moi, je suis peut-être un peu naïve, mais j'ai l'impression qu'avec toute cette histoire de MeToo, tout ça, on est vraiment peut-être à un moment où il y a un point d'inflexion où les choses peuvent vraiment changer, parce que c'est la première fois que c'est aussi globalisé. Vous disiez, c'est le milieu artistique, ben oui, comme tous les milieux en fait. Et chez nous, on avait déjà eu un pan du harcèlement qui avait été mis en avant avec Sophie Peters et Femmes de la rue, mais c'était très bien, et je critique pas en disant ça, mais c'était sur un quartier et donc sur une communauté, et je pense malheureusement ça avait permis à plein de gens de se dire ah ben non, nous on n'est pas du tout concernés, comme si ça touchait pas le milieu du travail, les classes plus aisées, le milieu intellectuel et le milieu artistique, tout ça. Et donc là, j'ai vraiment bon espoir, parce qu'on voit que c'est partout. Et puis il y a aussi la force qu'il y a eu avec tout ce mouvement du hashtag, qui agit un peu comme un code d'alerte. J'avais un ami masculin qui me racontait qu'il avait pu comme ça mettre stop assez vite à une discussion qu'il entendait de 2 collègues qui commençaient à déraper sérieusement en parlant du physique de 2 collègues femmes, et puis il leur a simplement dit à un moment les gars, balance ton porc, ça va. Et d'habitude il assistait, il me disait vraiment silencieux à tout ce genre d'échange, et maintenant sans agressivité, avec humour, hop, on rappelle à l'ordre comme ça en quelques mots. Alors optimiste, vous aussi, Sylvie Losberg? Je pense que c'est un momentum et qu'il y aura un changement. Maintenant, ce qui est important dans ce qu'on a entendu, c'est quand même qu'on voit qu'il y a un chantage à la profession, que c'est une profession artistique qui est déjà précaire, mais donc ça redouble chez les femmes qui sont en fait en situation de chantage professionnel par rapport à leur physique, mais également par rapport à l'apport financier et à leur rétribution. Et il faut quand même se rappeler que, bon, je dirais peut-être pas que c'est féodal, mais en tout cas, c'est quand même la construction sociale qui est dans son ensemble sexiste. Et clairement, aujourd'hui, il va falloir non seulement
dire les choses comme ça se fait, il faut pouvoir les entendre, mais je crois que chacun et chacune doit aussi travailler, parce que le sexisme est fait tellement partie intégrante de la construction sociale, politique et même philosophique de nos sociétés, qu'il va falloir faire un travail de déconstruction. Et je pense que c'est pas seulement dans les différents domaines, je pense que chacun et chacune va devoir faire sa part du travail, sinon, je pense alors qu'on va passer à côté du moment de changement. Aurore Pénois. Je pense qu'il y a effectivement plein d'espoir, je rejoins ce que Pauline disait, et puis je crois qu'aussi une étape qui va être importante maintenant, ça va être tout ce qui est éducation, apprentissage autour, parce que ça va vraiment conscientiser tout le monde, et on réfléchit, on agit, et on explique sûrement, que ce soit à ses collègues, ses amis ou ses enfants, une manière un peu différente justement de traiter les femmes, et aussi parfois de se prémunir. Eh bien, on va demander tout de suite l'avis à nos deux invités politiques, un homme et une femme. Je les invite à nous rejoindre. Alors, ils ont un point commun, ces deux invités. D'abord, ils sont sénateurs tous les deux. Simone Susskind est sénatrice depuis vendredi matin et les députées bruxelloises PS. Bertin Mampaka, j'ai dit, sénateur, député bruxellois CDH et conseiller communal à la ville de Bruxelles. Alors, vous avez entendu déjà les premières réactions. Je vais commencer avec vous, Simone Susskind. Vous, comment est-ce que vous avez pris cette affaire du Théâtre des Tanneurs et finalement aussi la responsabilité d'un conseil d'administration dans lequel il y a des politiques? Mais le problème, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, on n'en a pas beaucoup parlé. C'est sorti autour de cette affaire Weinstein dont on a parlé et de toutes les suites qu'on a observées un peu partout dans le monde, et en particulier aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. Et comme le disent nos expertes, c'est une bonne chose. Alors, le problème du directeur des Tanneurs, c'est que c'est un artiste et un homme de théâtre extrêmement doué, mais qui a un problème dans le contrôle de ce qu'il dit et de la manière dont il s'exprime. Et pour lui, Facebook, c'est une tribune comme ce qu'on a vu dans les attaques qui ont été exprimées contre lui. Et donc, je pense que le théâtre, les Tanneurs, le conseil d'administration, doit sérieusement s'attaquer au problème et l'écouter et voir ce qu'on fait dans les suites et s'assurer et voir si ce qu'on dit ou ce qui a circulé est vrai, jusqu'où et quelles sont ses responsabilités, et prendre une position. Maintenant, je veux quand même ajouter quelque chose. Les médias ne peuvent pas remplacer la justice. Et donc, à un moment donné, il faudra voir aussi ce que la justice va dire par rapport à des plaintes qui auraient été déposées et qui auraient été traitées par la justice. Le problème, c'est que la justice aussi, elle est très lente, et pour les raisons qu'on sait. Et donc il faut trouver un chemin dans tout ça, dans un contexte où on ne peut plus laisser des personnes qui ont des responsabilités dans tous les milieux se permettre de harceler ou d'avoir de pouvoir d'influer sur des personnes qui sont en dessous d'elle. Oui. Bertin Mampaka. Oui, j'ai suivi dans les coulisses l'intervention d'un des acteurs qui disait qu'on est là dans un milieu assez particulier, où la précarité de l'emploi, c'est-à-dire la dépendance par rapport à la personne qui a le pouvoir, est un peu plus élevée que dans d'autres secteurs. C'est ça qui aggrave un peu la situation. C'est ça qui donne un contexte assez particulier. J'ai été salarié comme tout le monde, je suis parlementaire avec un statut assez hybride d'ailleurs comme tous les députés. Quand on est en dessous de quelqu'un dont vous dépendez totalement, sa façon d'administrer, de gérer, de vous traiter en tant que salarié déjà, le travail est l'élément d'inclusion sociale. C'est votre vie. S'il y a des violences qui se passent, s'il y a de l'abus de pouvoir, de l'autoritarisme, on ne peut pas s'imaginer comment les gens vivent. Il y a des suicides dans d'autres sociétés. Il y a des gens dont les vies sont complètement pourries, des ménages qui sont des vies. On a le sentiment que ça se passe quelque part, bon, ça n'a pas de conséquences, mais depuis que je suis au courant de cette affaire, j'essaie de me mettre dans la position des victimes aussi du patron, du gestionnaire du théâtre. En tout cas, en guise de plus ou moins conclusion, moi, la leçon que j'en tirais, c'est pour dire, un directeur de théâtre qui gère avec l'argent public, est-ce que nous ne devons pas avoir des critères en termes de management nouveaux, parce qu'on confie des centaines de personnes à des gens qui n'ont aucune aptitude, qui sont des grands artistes, qui ont des grands talents, y compris nous les politiques. Je pense à toute une série de positions de pouvoir dans lesquelles les contraintes en termes de formation, de gestion des ressources humaines devraient être imposées de plus en plus si on veut protéger les bien-être au travail. Sylvie Losberg.
Oui, alors sur la question de la justice, clairement, il faut que justice se fasse, mais il ne faut quand même pas masquer le fait que les femmes qui sont harcelées et agressées jusqu'ici et qui se sont plaintes, c'est elles qui ont perdu leur emploi, c'est elles qui se sont retrouvées dans des situations familiales, professionnelles et même psychologiques très graves. Et donc le déni de ce qui se passait jusqu'à présent, je pense que c'est pas simplement une question de il faut remettre un peu de l'ordre dans tout ça et que justice se fasse. Oui, je pense que ça va beaucoup plus loin et tous les témoignages concordent là-dessus. Sandra Zidani, est-ce qu'on en parlait dans le milieu théâtral et artistique de cela? Non, moi j'étais très surprise et choquée aussi de lire l'article. Je me suis demandé pourquoi il arrivait là et maintenant. Je me suis demandé aussi, et là je rejoins ce que disait Simone Susskind, c'est pourquoi est-ce que ça doit passer par les médias? Parce que ça passe pas par ailleurs. Oui, c'est ça. Donc la question. Heureusement que les médias sont là. Oui, mais donc pourquoi est-ce que... Et donc je m'interroge sur la question du silence. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir et de l'affaire Weinstein et de l'affaire Detainer à un moment donné. D'une manière générale de toutes ces histoires-là, c'est l'importance du silence et c'est le fait que les victimes ont mis tellement de temps à oser parler. Aurore Pénois. Je pense qu'il y a deux choses, effectivement. C'est que s'il y a un moment où il faut en parler maintenant et lâcher, c'est vraiment l'occasion. C'est aussi pour tout, quels que soient les métiers, quels que soient les médias. Mais il y a un écho aussi à un autre directeur d'un festival, mais du côté de Mons aussi, qui a justement les mêmes problèmes. Et votre parti... Le cas est moins connu à Bruxelles. Le cas est moins connu à Bruxelles, effectivement, mais la base est la même. Et votre parti a justement aussi cette tendance à dire, oui, mais on attend que la justice fasse son travail, mais en attendant, même déjà que ce soit à Mons ou que ce soit à Bruxelles, les gens attendent eux aussi et n'osent pas parler par peur de représailles, que ce soit en termes d'emploi ou autre. Et peut-être, il y a un autre cas, qui était le théâtre de Poche, où il y a eu un problème aussi d'harcèlement moral, celui-là, où là, le conseil d'administration est intervenu avec ministre et échevin responsables, et la personne a été virée. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où il y a une prise de conscience aussi, que peut-être on n'a pas voulu voir des choses se passer? C'est possible. Je n'ai pas voulu dire il faut attendre que la justice joue son rôle. Je pense que le conseil d'administration doit se rencontrer de toute urgence, doit rencontrer David Strasberg, doit l'entendre, doit entendre les témoignages de ceux qui ont porté plainte, de ceux et celles qui ont porté plainte et se positionner sans attendre. Je pense il a fallu attendre des affaires comme cette affaire Weinstein et d'autres pour que la parole se libère. Elle ne se libère pas encore dans toute une série de milieux. C'est pas tout à coup parce que dans les milieux de Hollywood, ça s'est libéré que ça se libère au niveau de la petite employée dans une entreprise. C'est pas seulement que la parole se libère. Les femmes parlaient, mais n'étaient pas entendues. Moi, je voudrais quand même revenir là-dessus. Il faut savoir qu'il y a des femmes qui se sont tues parce qu'elles ont préféré le faire, mais maintenant, on les entend parce que c'est tellement généralisé qu'on ne peut plus faire semblant que ça n'existe pas ou que ce sont des cas isolés. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une manif pour l'instant, ce samedi après-midi, à ce sujet. Je veux rappeler aussi le scandale qu'a fait cette voiture publicitaire avec Sugar Daddy ici à Bruxelles. Et je veux dire, ils ont dû arrêter leur campagne tout de suite. Et ils ont tenté leur chance à Paris. Et j'espère que je n'ai pas vu les résultats, mais je veux dire, il y a une sensibilisation qui existe. Et cette manifestation... Mais elle est très récente et elle est trop récente. Ça aurait dû déjà exister depuis longtemps. Alors, Bertin Mampaka, Alda Greoli, elle a carrément dit, moi je fais une enquête et en attendant, les subsides sont bloqués. Je pense qu'avec l'argent public, nous sommes tous les deux mandateurs et l'attente du public aujourd'hui, des citoyens, des électeurs, on peut le qualifier comme on veut, des citoyens, c'est qu'avec l'argent public, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Si c'est vrai pour les mandataires publics, c'est aussi vrai pour des hauts fonctionnaires dirigeants qui vivent de cet argent, qui gèrent cet argent dans l'intérêt public de tous. Donc, Alda Greoli a pris ces mesures, je serais à la place, je n'aurais pas fait mieux. Donc, suspendre le subside pour voir clair, diligenter une enquête, n'est-ce pas, sérieuse, pour pouvoir se positionner. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. J'ai le sentiment que ce qui indigne, d'ailleurs j'ai entendu une des expertes dire, ce qui indigne, c'était avec l'argent public, certains se comportent, pas seulement ceux qui sont des politiques comme nous, mais certains administrateurs, certains directeurs, certains hommes de pouvoir public se comportent avec cet argent comme s'ils étaient ils en étaient les propriétaires. Donc ça exige qu'on fasse cette enquête et j'espère que l'enquête va clarifier ce qui va se passer. Je demande aussi à ma collègue de la culture à la ville de Bruxelles de s'intéresser parce que c'est quand même des institutions qui sont situées sur notre territoire. Vous savez bien que la ville de Bruxelles est très présente dans tous ces milieux culturels. Dans le cadre du théâtre de Poche, c'était justement l'échevin de la culture qui était intervenu avec la ministre Milquet. Sandra Zidani, est-ce qu'on peut rire aussi de ces affaires
vous faites des spectacles d'humour. Est-ce que vous riez aussi du sexisme dans Oui, pour le moment, je fais un spectacle là-dessus qui s'appelle Quiche Toujours, qui est vraiment axé là-dessus, sur toute la société machiste, sexiste et tout. Tout à l'heure, j'avais commencé une petite blague, mais elle n'est pas passée, en disant, voilà, on m'a jamais demandé de coucher pour jouer ou de faire du cinéma, mais on m'a rien demandé. Mais bon, mais sur scène parfois, ça fait rire, voilà. Et je vais dire encore plus, c'est que c'est vrai que je me fais moins harceler dans la rue, parce que j'ai un physique, j'ai parfois un physique peut-être, je suis plus ronde, parfois un peu plus masculine, parce que je mets souvent pantalon, etc. Et je suis moins ennuyée que d'autres. Mais donc, c'est pas pour ça que je ne suis pas sensible, et je trouve vraiment dramatique. Donc, rions-en pour mieux le conscientiser et pour mieux le comprendre. Je signale d'ailleurs ce livre avec beaucoup d'humour de mon amie Sylvie Losberg, qui est juste là, donc qui vient de sortir. Et c'est formidable, il y a beaucoup d'humour. Et justement, c'est une manière Est-ce qu'on peut rire par exemple, des injures sexistes? On va demander à Sylvie Losberg. Oui, et d'ailleurs, en fait, est-ce qu'on peut oser rire d'injures? Ce qui est intéressant, c'est en tout cas de s'en saisir et de transformer l'agression, qu'elle soit verbale ou physique. Et dans le cas des injures sexistes, très clairement, on peut en rire. Il y a notamment une petite jeune fille, elle a fait un truc extraordinaire sur un mois. Chaque fois qu'elle était insultée dans la rue, elle demandait à l'insulteur de faire une photo, un selfie. Et alors les imbéciles, ils faisaient des grands sourires, et après elle publiait ça avec l'insulte qu'il lui avait adressée. Et donc je pense qu'effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de trouver des manières de riposter, et de riposter avec humour, mais sans concession. Alors il y a eu une affaire qui s'est passée là, à propos de sexisme, c'est toute cette discussion sur les textes de Damso. Et alors donc Viviane Tettelbaum, une de vos collègues, qui est présidente par ailleurs du Conseil des femmes, a trouvé que c'était pas bien que l'Union belge choisisse Damso pour faire la chanson des Diables Rouges, parce que les textes de Damso sont particulièrement violents et sexistes. Et alors les jeunes, je ne sais pas, les plus jeunes ici, Pauline ou Aurore, disent, mais enfin, les textes de Damso, il faut les prendre au second degré. J'ai jamais dit ça. Vous comprenez? Pauline le dit. Je le dis. Vous n'êtes pas assez jeune. Que c'est une fracture comme une autre qu'il y a entre peut-être les ados ou les adultes plus jeunes et leurs parents, où le rap n'est pas compris, et on a l'impression qu'on les prend tous pour des débiles qui sont incapables du millième degré, alors que dans le rap, voilà, il y a de la punchline, il y a de l'ego trip. Donc, oui, c'est des choses qu'il ne faut pas, en effet, forcément prendre au millième degré et qui doivent être des punchlines percutantes. Et là, en l'occurrence, on fait une polémique sur une chanson qui n'a pas été encore proposée, donc je trouve... Non, mais la polémique, c'est surtout le message, c'est de se dire qu'on a cette Union belge qui choisit un bon client, ça c'est certain, mais qui derrière véhicule un message qui, en plus, en ce moment... ne correspond absolument pas et rentre justement dans ce débat du sexisme, de dire il y avait peut-être moyen de trouver quelqu'un qui a tout autant de succès, qui est tout autant proche et aimé par un public beaucoup plus jeune. C'est clair que Stromae était plus lisse et plaisait plus aux parents et aux enfants. Voilà, mais je pense que c'est effectivement le fait que ce soit l'Union belge avec toute sa visibilité qui tire vers... Il y a la dimension de la violence. On sait que le monde footballistique est un monde violent, et d'ailleurs on le voit dans les stades. Choisir quelqu'un qui incite à la violence envers les femmes dans ses chansons et qui en plus se réclame de Orelsan, parce que quand il a tweeté sur Viviane Tettelbaum, il a dit voilà, oh ben merci pour le coup de pub, et d'ailleurs maintenant mon prochain album je vais vendre plus que Orelsan, bonjour à toi Viviane. Bon, moi je suis vice-présidente du Conseil des femmes, je peux vous dire que quand j'ai lu ça et que ça a été répercuté comme une bonne blague, eh bien là par contre je rigole pas du tout. Parce que Orelsan, lui, il fait des choses au second degré, mais c'est quand même l'auteur de la phrase suivante, ferme ta gueule, sinon tu vas te faire Marie Trintignant. Mais oui, mais c'est dans Sale pute où il limite... Eh bien, je suis d'accord de dire que c'est du second degré, mais en même temps, est-ce que les gens qui vont écouter Damso l'écoutent au second degré? Eh bien, la réponse, c'est souvent non. Et Orelsan, c'était pas tant que c'était du second degré, mais clairement, dans cette chanson qui s'appelait Sale pute, il prenait quand même le rôle d'un pauvre type qui est furieux de s'être fait larguer, tromper, et qui pète une case. Est-ce qu'on a encore du second degré? Est-ce qu'on peut Alors, on peut avoir du second degré, mais quand même, dire va te faire Marie Trintignant, moi je trouve qu'il y a quand même des limites à ne pas dépasser. Hein. Simone Susskind, là-dessus? Mais moi, je rejoins nos expertes, et j'ai vu d'ailleurs que Zidani avait
fait un petit signe où elle voulait réagir à ça aussi. Elle va réagir. Je pense que l'affaire qu'on a eue la semaine dernière avec la manifestation après ce jeune blogueur qui a appelé Vargas 92, eh bien je dis, moi il y a des limites qu'on doit se mettre soi-même. Je veux dire, on ne peut pas appeler à la violence, on ne peut pas appeler. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et puis on se retrouve avec une confrontation avec la police, et puis on se retrouve. Donc je crois qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Bertin Mampaka, est-ce que vous trouvez que l'Union belge a eu raison là, dans ce cas-ci? Je ne pense pas qu'elle ait eu raison parce qu'elle avait beaucoup de choix. Elle avait beaucoup de choix à la fois sans pratiquer une forme de censure. Mais je partage tout à fait l'opinion de Simone qui consiste à dire il faut rappeler les normes de temps en temps. Il faut rappeler. Donc, le mérite de ce débat, c'est qu'on doit rappeler jusqu'où ces gens peuvent aller. Ces gens, je veux dire, cette jeunesse peut aller. Je pense que dans un contexte comme celui-ci où il y a plein de violence, je crains fort à une forme de banalisation permanente de la violence, qu'elle soit faite aux femmes, qu'elle soit faite ailleurs, ici ou dans d'autres pays, comme nous le voyons aujourd'hui. D'ailleurs, il y a d'autres sujets qui nous préoccupent dans l'actualité aujourd'hui, qui prouvent que cette indifférence perpétuelle et permanente fait que certaines catégories de personnes s'imaginent qu'on peut tout dire, on peut tout faire, on fait tout passer au second degré. J'ai le sentiment que dans ce cas-ci, ce n'est pas mal de rappeler à M. Damso qu'au moins pour cette chanson qu'il pourrait composer pour la Fédération de l'Union belge, que certaines choses ne sont pas permises, c'est déjà bien qu'on puisse lui rappeler. Et qu'il la fasse au premier degré. Sandra Zidani, pour conclure sur cette thématique-là. Moi, je pense qu'on a besoin de porte-parole et que c'est très important. Donc, il faut que le porte-parole, même s'il y a un second degré, il faut que le premier degré ne soit pas ambigu. Et le problème, en fait, avec les jeunes qui peuvent écouter Damso, c'est qu'ils ne sont pas forcément attentifs au deuxième degré. Et le premier degré, parfois, est très violent. Et je me demande pourquoi on doit toujours utiliser cette violence en prenant les femmes comme cible. J'en ai un peu marre de ça, quoi. Je veux dire... salope, poufiasse, grosse truie, je vais te baiser. Enfin, je dis pas que c'est dans ces paroles, mais j'en ai un peu marre d'entendre ça tout le temps. Et on peut faire du premier, du second degré avec autre chose aussi, quoi. Ces paroles, c'est pire que ça. Bon, voilà, je crois qu'on a bien traité ce sujet-là. On va passer à un autre sujet qui est le sujet aussi de la semaine, c'est la sécurité. Il y a eu ce fameux rapport de la police qui pointe les manquements en matière de coordination et de commandement après l'émeute du 11 novembre et les échauffourées du 15. Alors, après s'être opposé aux Bruxellois, le ministre de l'Intérieur, Yambon, a adouci sa position à la Chambre pendant la semaine. Reste un rapport et ses conclusions. Voici le reportage de Michel Gaillard et Fred Dehaenau. Les événements du 11 novembre figurent dans un rapport détaillé et tout débute avant la fin du match entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. 19h19 dans le quartier Stalingrad, une voiture de police est caillassée. Une heure plus tard, à 20h19, 1000 supporters se retrouvent à la Bourse. Selon le rapport, des faits de vandalisme sont commis en chemin. 21h05, un certain nombre d'incidents surviennent. Jets de pierre, dégradation, une personne reçoit un projectile en plein front. À 21h16, place Fontenas, une voiture incendiée. 8 minutes plus tard, 21h24, la police pousse la foule vers la gare du Midi. Les pompiers éteignent des poubelles. 21h59 sur le boulevard Lemonnier, un groupe important d'individus masqués attaque des voitures. 22h38, une camionnette est renversée. 5 à 600 émeutiers sont retranchés derrière selon le rapport. À 23h, premières alertes de pillage de magasins. Toujours selon le rapport, la police se trouve à 150 mètres mais décide de ne pas intervenir jusqu'à 23h25 et la libération du boulevard. Ça fait partie des conclusions du rapport, qu'il y a des capacités qui étaient disponibles, mais le commando sur le terrain n'était pas informé de toute la capacité qui est disponible. Et donc ça, c'est un des manquements, mais on est là pour résoudre les problèmes, pas pour accuser les gens. Ça n'a aucun sens. Le calme revient dans le quartier vers minuit et demi, soit plus de 5 heures après les premiers incidents. Le rapport dit clairement, noir sur blanc, il y a un manque d'effectifs dans la réserve fédérale de police. Donc là, clairement, c'est une pierre dans le jardin de Yann Yambon. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va l'augmenter? Je pense que c'est tout à fait nécessaire. Je pense aussi qu'il y a un travail de quartier qui doit être fait. C'est étonnant que la police locale de Bruxelles-Ville n'ait pas les informations, n'ait pas les relais dans les quartiers pour pouvoir justement prévenir ce type d'organisation de casseurs. Et donc là, ça pose question. Le rapport estime que les émeutes étaient organisées, que la police manque de matériel ainsi que d'un vrai plan d'intervention en cas d'émeute urbaine. Pauline de Glum, ce rapport, on en a beaucoup parlé cette semaine. Oui, alors c'est pas mal de revenir comme ça sur les faits et on voit des propositions des uns des autres qui
ont l'air assez apaisés, mais c'était pas du tout ce climat-là qu'on avait dernièrement. Le week-end dernier, non, c'était terrible. C'était donc j'avais pas vu ce reportage-là, mais ça tranche vraiment avec tout ce climat. On a eu l'impression que peu importe les faits, que c'est juste une occasion de faire des sorties, de brandir des vieilles solutions miracles comme la classe politique flamande avec sa fusion des zones de police. Mais même à Bruxelles, tout le monde s'y est mis. Il y a Écolo qui dit qu'il faut un seul état-major. Bianca de Batz qui a parlé de Bruxelles qui doit former ses propres policiers, ce que Yvan Mayer avait proposé déjà d'ailleurs en son temps. Ce que les Anversois font. Et en fait, oui, on a vraiment l'impression que tout le monde veut sa part du gâteau. Et du coup, il y a eu des sorties comme ce truc de tolérance zéro, alors même que le procureur du roi de Bruxelles a dit mais on ne sait même pas ce que ça veut dire et, juridiquement, quoi. Donc ce rapport va servir à quelque chose ou pas, d'après vous? Très bien. On va demander à nos invités. Bertin Mampaka, on va commencer par vous. Puisque vous êtes à la ville de Bruxelles, est-ce que ce rapport va permettre d'améliorer la police de Bruxelles? Il y a quand même des discussions maintenant sur la formation, sur le recrutement, qui ont été décidées par Philippe Claus et Yann Jambon. Avec Yann Jambon et tout ça. Oui. Donc j'ai eu l'honneur d'être à la création de la forme, d'être à la mise en place de la nouvelle zone de police Bruxelles XL. Nous discutons de toutes ces normes KUL et consorts sur le nombre de policiers, donc même que je ne suis plus au conseil de police aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a de toute façon un après, le 11 et le 15 novembre à la région bruxelloise. Cet après qui n'oublie pas non plus ce qui s'est passé, que ce soit à Bruxelles, lors des attentats précédents. Moi, je pense qu'on va en tirer tous les leçons. Les bourgmestres seraient bien disposés. Je ne viens pas sans secours sur le sujet. Je pense que ça ne va pas faire oublier quand même qu'on a toujours besoin de 400 policiers en plus dans cette région. Ça ne doit pas nous éloigner du fait que nous avons besoin d'une police vraiment de proximité et de quartier. En tout cas, au CDH, on a toujours défendu l'idée qu'il faut une police de proximité qui puisse être informée de toute une série d'événements. Votre interlocuteur, enfin l'interview de tout à l'heure, prouve que si nous avions suffisamment du personnel, peut-être aurions-nous des gens suffisamment informés pour savoir ce qui se passe dans les quartiers aujourd'hui, que ce soit l'affaire... Donc il suffirait d'avoir plus de policiers et tout irait bien. Non, il y a aussi une autre intervention qui a mis le point sur ce qui, moi, me préoccupe beaucoup, c'est-à-dire la manière dont nous affectons les moyens divers. Ce n'est pas seulement une question sécuritaire, c'est comment nous gérons la jeunesse, quelles sont les opportunités que nous donnons à ces gens. On parlait des Damso tout à l'heure avec les seconds degrés et tout ce qui s'est dit là-dedans. Moi, je crois beaucoup à la capacité je ne dis pas intégration, mais de pouvoir... pas contrôler une jeunesse, mais lui offrir des opportunités et des perspectives différentes par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. J'ai le sentiment qu'il y a aussi des moyens en jeunesse dans tous les ministères. Je l'ai dit une fois sur votre plateau, vous prenez tous les niveaux de pouvoir, il y a toujours des politiques de jeunesse diverses qui sont menées. Ça aussi, on peut s'en servir pour pouvoir, comment dirais-je, éviter ce genre de situation. Ce n'est pas seulement une réponse sécuritaire. Il faut 200 policiers dans la zone de police Bruxelles XL, donc Paul Bru, il faut les trouver. On peut accélérer la formation des policiers, mais ça ne va pas combler le manque de policiers. On voudrait fusionner les 6 zones, je pense que c'est une erreur. On va laisser la parole à Simone Susskind maintenant, et vous, la parole un peu à la défense de la ville de Bruxelles. Mais écoutez, vous êtes socialiste comme Philippe Claus. Je la défends comme mon collègue Bertin Mampaka la défend. Moi, je pense que dommage qu'on ait dû attendre presque 2 semaines pour qu'un dialogue apaisé ne se mette en place entre la ville et le ministre de l'Intérieur. Je pense que la position du ministre, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut insister, on aurait dû dialoguer dès le début. Et c'est dommage qu'on ait attendu et qu'on ait vu ce théâtre politicien. Et donc, je pense qu'on tirera les conclusions, je pense à la fois du côté du ministre de l'Intérieur et du côté de Philippe Claus, parce qu'il y a cette volonté de le faire. Et c'est là-dessus qu'on doit insister. Je pense que c'est une bonne chose. Sylvie Losberg. Oui, alors dans le rapport, il y a quand même 2 éléments dont on a très peu parlé. C'est d'une part le manque de matériel de protection de la police. Qui est encore à confirmer. Oui, voilà. Partie du rapport qui n'est pas terminé. Voilà. Et puis, le rapport souligne quand même le sang-froid des policiers qui, face à des émeutes particulièrement violentes, sont restés très professionnels tout en voyant quand même leurs collègues blessés ou à terre. Et je pense que c'est aussi important de donner vraiment de la visibilité aux gens qui
qui font le travail, parce que nous, évidemment, on voit ça un peu de l'extérieur. Puis alors, le dernier élément que je voudrais souligner, c'est, vous parlez de la police de proximité, et je pense que c'est vrai que ça manque, on n'est pas assez dans le tissu social, mais en même temps, il faudrait aussi une police qui est un peu aware, hein, si j'ose dire, c'est-à-dire qui va sur les réseaux sociaux, qui peut aller voir, voilà, il y a tel rassemblement qui est prévu, et aujourd'hui, non, c'est comme si c'était tout à fait un autre monde, et donc je pense qu'il y a quand même des choses, ça paraît un peu évident. Hein. Bertin Mampaka, vous il me semble que si les 200 étaient là, enfin, je ne connais pas, je connaissais davantage l'ancien chef de corps, donc M. Govart, qui fait très bien son boulot, et je suis de l'opposition à la ville de Bruxelles, donc quand le travail est bien fait, il faut bien le dire. Je pense qu'il aurait 200 hommes en plus, il structurerait autrement sa zone de police. Il y aurait des spécialistes des réseaux sociaux. Certainement, en matière c'est qui est une nécessité aujourd'hui quand on va sur les médias sociaux, c'est pas seulement. Non. Sandra Zidani. Pour avoir une maison dans le centre-ville, je trouve que le problème de violence, il est récurrent, qu'il y a un problème qui est là, qu'il y a une série de gens qui aiment bien casser et qui sont là pour toujours agir quand il y a justement ce genre de problème, et que la police, à part mettre des amendes dans le quartier, on aimerait bien qu'elle soit présente aussi autrement. Voilà. Donc vous aussi, vous demandez plus de bleu dans les rues. Plus de dialogue. Plus de dialogue et de protection. Parce qu'il y a beaucoup de commerces qui ont déjà été attaqués, c'est récurrent, en pleine journée, des attaques à main armée, etc. Et donc à un moment donné, on est peut-être dans un problème différent, mais je vois qu'il y a toujours des casseurs, et des casseurs aussi qui s'en prennent toujours à des commerces. Et donc c'est important aussi de protéger le centre-ville qui est riche en commerce. Et qui en a besoin. Depuis les travaux des piétonniers sont lancés depuis quelques années. Encore une question sur la police, parce qu'on parle de commandement unique, on parle d'état-major, certains parlent même d'une police métropolitaine qui serait dirigée par le ministre-président, parce que la sécurité dépend maintenant aussi de la région. Simone Susskind, ce serait une idée, ça ? Écoutez, l'idée a été évoquée évidemment par plusieurs représentants de plusieurs partis politiques. Moi, je pense que dans le cadre du dialogue qui est mené et qui a commencé réellement à se mettre en place entre le bourgmestre et le ministre de l'Intérieur, je pense que ça pourrait être mis sur la table. Il faut peser le pour et le contre, voir l'intérêt du public. Et je pense que c'est ça qui doit être prioritaire. Donc ni pour ni contre. Et vous, Bertin Mampaka ? La réforme vient seulement d'être mise en application, n'est-ce pas, en donnant au ministre-président un peu plus de moins d'autorité ou de droit, de regard sur la sécurité. Donc Bruxelles Prévention a été créée. J'ai le sentiment qu'il y aurait besoin à un moment donné d'une petite évaluation pour savoir où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. En tout cas, la fusion des 6 zones de police, comme certains sont venus avec comme solution, je trouve que c'est une grosse erreur. Ça ne va pas dans le sens que nous souhaitons une police de proximité. J'ai le sentiment qu'à un moment donné, il va falloir bien sûr que le ministre-président monte en puissance, parce qu'on n'a pas malheureusement beaucoup entendu. On a entendu le bourgmestre de la ville de Bruxelles. C'est vrai qu'en tant que parlementaire, on s'est un peu posé quelques questions pour savoir un peu quelle était je veux dire, sa responsabilité là-dedans. Vous auriez voulu l'entendre davantage là-dessus? À titre individuel, personnellement, je pense que suite à la réforme, il y aura certainement, j'espère, une évaluation de ces nouvelles dispositions depuis la 6e réforme, qui devrait, pour moi, remettre un peu plus le ministre-président, quel qu'il soit, au centre de la décision lors des occasions. Une réponse là-dessus, Simone Susskind. On devrait entendre davantage Rudy Verwoerd là-dessus. Mais si effectivement il a un pouvoir en tant que ministre-président de s'impliquer dans cette discussion, je pense qu'on devra l'entendre et on l'entendra. Merci. On va passer maintenant à notre rubrique tête d'affiche. Je vais vous proposer à tous les deux des visages, 4 visages de personnalités qui ont fait l'actualité. Vous en choisissez un et vous nous dites ce qui vous inspire en voyant ce visage. On va commencer par Bertin Mampaka. Je vous propose tout d'abord un dictateur, Robert Mugabe, dictateur démissionnaire, puis Maxime Mazier, jeune chef étoilé de l'écaillé du Palais Royal, ou encore Didier Wouters, tête de liste inconnue du CDH à la ville de Bruxelles. Ah non, je ne vous laisse pas dire. Ou Bernard Marbet, acteur de théâtre trop tôt disparu. Alors, qui choisissez-vous ? Mugabe, Mazier, Wouters, qui m'était inconnu, ou Marbet? Évidemment, vous vous en doutez bien que Didier Wouters, il est tout beau là. Franchement, je trouve que... Vous ne le reconnaissez pas non plus. Ah non, franchement, ce type, il m'étonne depuis quelques mois, mais non. Oui. Et il va vous étonner davantage. Très bien. Voilà l'exemple d'un citoyen qui a créé les comités de quartier Marie-Christine, qui est cofondateur, qui a mobilisé les politiques. Il est venu nous parler un jour au bureau politique CDH, il nous a secoué. Nous l'avons applaudi sur le CETA et le TTIP. Voilà un citoyen. Donc,
tout le monde. Le citoyen attend aujourd'hui que la politique ne soit pas une histoire des professionnels, des gens comme nous, les apparatchiks, qui venons vous voir avec des conseillers en communication et consorts, donc des citoyens tout simplement, qui parlent au nom des autres citoyens. Je vais l'inviter à votre place la prochaine fois. Si vous nous dites comme ça... Vous allez le découvrir, vous allez voir qu'il a un parcours vraiment comme les citoyens l'attendent aujourd'hui. Et puis moi, c'est le plus ancien membre du CDH que j'ai connu quand j'ai été parachuté ou j'ai immigré à Bruxelles. J'ai rencontré ce garçon qui est vraiment impliqué dans la vie associative d'abord et qui symbolise pour nous l'ouverture, la participation citoyenne dans la gestion de la chose publique qui est vraiment les attentes des citoyens aujourd'hui. Excusez-moi, je ne peux pas m'arrêter de parler de ce type qui, moi, tarissez d'éloges. Très bien. Ça donne envie de le rencontrer, en tout cas. Oui. Alors, vous, Simone Susskind, 4 autres personnes. Tout d'abord, Ratko Mladic, leader croate condamné à vie mais qui va en appel. François Hollande, ancien président venu à Molenbeek pour faire plaisir à Pantu. Damso, rappeur officiel des Diables Rouges, chansons sexistes. Ou Charles Manson, le gourou polycriminel mort en prison. Qui choisissez-vous? Mladic, Hollande, Damso ou Manson? Difficile. Vous vous doutez bien que je vais choisir Mladic. Non, je me doute de rien. Non, parce que je pense que... D'abord, je rappelle que quand il y a eu le massacre de Srebrenica, avec un petit groupe d'amis, dont Marie-Rose Armesto, qui étaient des journalistes, les Jean-Pierre Martin, nous avons en plein été décidé qu'on ne pouvait pas accepter ça et que l'Europe avait été complètement impuissante dans cette affaire. Et nous avons décidé d'organiser une chaîne humaine autour du Berlaymont en plein mois de juillet et qu'en 10 jours, on a réuni 2500 personnes autour du Berlaymont. Et donc, de voir que cet homme qui a été l'architecte de ce massacre et d'autres massacres et du siège de Sarajevo, condamné à perpétuité par la justice internationale, eh bien moi je trouve que c'est quelque chose de très fort et que c'est une leçon aussi pour d'autres dictateurs et d'autres militaires ou d'autres chefs de milices. Et je trouve que c'est un signal fort pour un peu partout dans le monde, là où la justice internationale s'exerce. Et je suis très heureuse que le tribunal pénal international pour la Yougoslavie ait pris cette décision. Très bien. Là, en tout cas, très sérieusement, une condamnation, c'est vrai, il n'y en a pas si souvent, c'est important de les noter. On va passer à notre sujet suivant. Une centaine de médecins inquiets ont lancé un appel lundi, un appel en disant que la qualité de l'air à Bruxelles était déplorable, irrespirable, même on pourrait dire. Reportage de Marie-Noël Dinan et Yannick Van Gansbeek. Le docteur Van den Bemt consulte dans une maison médicale à Schaerbeek. À chaque pic de pollution aux particules fines dans l'air, ce médecin accueille plus de patients en détresse respiratoire. Aujourd'hui, avec une centaine d'autres confrères, elle signe une lettre ouverte adressée aux autorités bruxelloises pour dénoncer la situation. Il y a plus de risques d'avoir des bronchites chroniques, donc avec 30% d'augmentation. Il y a aussi les enfants donc, qui ont plus de problèmes respiratoires. Déjà, quand une femme est enceinte, elle est exposée à l'air pollué, on sait que la fonction respiratoire de l'enfant va être diminuée. Face à ce constat alarmant, les médecins interpellent directement le gouvernement bruxellois. Selon eux, le plan air-climat mis en place ne satisfait pas aux exigences de la directive européenne en matière de qualité de l'air. Or, réduire le nombre de victimes dues à la pollution de l'air est possible. Ce sont clairement les pouvoirs publics qui doivent monter au créneau, et non seulement les pouvoirs publics bruxellois, mais également le fédéral. La congestion automobile, sortir de la politique du tout au diesel et peut-être à court ou moyen terme exclure le diesel, avoir une politique de la mobilité en région bruxelloise, non seulement pour les Bruxellois mais pour les navetteurs, avec des transports publics qui soient réellement performants et qui soient une alternative au tout à la voiture. Donc c'est clairement une question politique. Et il y a urgence. La pollution de l'air aux particules fines intervient dans 2 à 3% des cancers et tue environ 13 000 personnes en Belgique, dont plus de 600 rien qu'en région bruxelloise. Une image assez dure de ce corbillard qui roule dans Bruxelles. Aurore Pénois, une réaction? Oui, c'est hallucinant. Et je pense qu'on ne se rend pas compte qu'au quotidien, alors on ne dépasse pas les normes prévues par l'OMS, mais il existe une application extraordinaire qui s'appelle Plume, à laquelle on peut très vite devenir addictif, qui vous permet de savoir en fait quel est l'état à Bruxelles et dans d'autres villes, en Wallonie et en Flandre, quel est l'état des émissions et des particules au moment auquel vous regardez, et les prévisions faites en fonction du trafic et autres. Bref. Cette application, les 3 quarts du temps, vous recommande d'arrêter toute activité physique à l'extérieur.
Vous avez un marqueur vert, un marqueur orange et un marqueur rouge. Rouge, en général, c'est effectivement qu'il y a des alertes à tous les niveaux. Mais le orange est hyper fréquent. Et honnêtement, c'est un petit truc, mais c'est de se dire qu'en fait, à chaque fois que vous sortez de chez vous, vous vous exposez, en plus des dangers de la route, à ce danger invisible. Et donc, il est, je pense, plus que temps, effectivement, de faire quelque chose. Et si vous faites partie de ces gens qui viennent de petits villages très verts et qui habitent depuis un moment à Bruxelles, je parle pour moi, évidemment, mais je parle aussi pour d'autres amis, on sent aussi très vite qu'on a des problèmes liés à la santé respiratoire. Ça se sent, ça se vit au fur et à mesure, et donc oui, il faut faire quelque chose. Parce que vous croyez que ceux qui sont nés à Bruxelles depuis toujours, eux, mais sont habitués. Non, ils sont en pire. Clairement, il y a une différence, parce que moi, j'ai vécu 20 ans à la campagne, et je suis revenue à Bruxelles il y a quelques années, et pendant les premiers mois, j'avais mal à la tête. Je sortais de chez moi, je me promenais, j'habitais un quartier assez vert, et je me disais, c'est bizarre, comment ça se fait que j'ai mal à la tête. Et je retournais à la campagne, et je ne l'avais pas. Donc je pense que c'est vrai qu'on sent une différence de qualité de l'air. Pauline de Glume. Je trouve ça bien, ce truc d'appli. Du coup, chaque citoyen peut le faire. Parce que dans le reportage, l'interlocuteur disait « Ah, c'est une question politique ». Mais les politiques, je crois qu'eux, ils sont quand même au courant de ce qu'il faut faire. Eux voient les experts, ont des rapports. Mais un des problèmes, c'est vraiment l'acceptation citoyenne des mesures liées à la qualité de l'air. Il y a encore des réactions tellement virulentes et réticentes quand on parle de zone piétonne, de réduire des entrées de ville, de changer la voiture de société pour faire un pack mobilité, tout ça. Donc il faut en effet que les gens commencent à, eux, faire le lien entre la qualité de l'air et la santé, et pour que face à des mesures politiques, elles soient reliées à ça et qu'elles soient mieux acceptées, parce que là, pour le moment, c'est pas porteur politiquement. Sandra Zidani. Je trouve que si les citoyens veulent accepter ces données-là, il faut aussi qu'il y ait une cohérence au niveau politique, parce que ça devient pas seulement irrespirable au niveau de l'air, ça devient irrespirable tout court de vivre à Bruxelles avec tous les travaux, on ne sait plus bouger, et même au niveau des transports publics, à un moment donné, ça n'avance plus, ça ne roule plus, il y a des chantiers tous les jours, il y a un problème de pollution générale qui pourrit Bruxelles. Il est temps que ça change aussi. Alors sur la qualité de l'air, Simone Susskind, est-ce que le gouvernement doit aller plus loin? Est-ce qu'il faut interdire le diesel plus vite, par exemple? Alors le problème, c'est qu'on a progressé, on a voté une ordonnance sur, sur les zones de basse émission, les zones de basse émission, les normes pour les voitures diesel, etc. Et donc il y a une prise de conscience. Je pense que les politiques en sont bien conscients à tous les niveaux. Et la question, c'est comment on fait aussi pour que ceux qui ont une voiture, qui sont dans des conditions, qui sont une voiture vieille parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en s'en acheter une autre. C'est-à-dire qu'on pèse toujours le pour et le contre, et c'est compliqué. Mais je suis très interpellée par cette application, parce que je pense que si les enseignants et si les familles si on pouvait faire plus de publicité pour cette application, je pense qu'on aurait bien rapidement un plus grand soutien au niveau de la population pour ce type d'initiative, au niveau politique justement. Et c'est le rôle des associations, on les a entendus ici, de faire pression sur le politique. Vous savez qu'il existe Céline, et Céline est un organisme qui calcule et mesure la qualité de l'air, diffuse d'ailleurs dans notre météo sur BX1. Et un téléspectateur particulièrement attentif m'a signalé que le jour où on diffusait ce reportage, on disait que la qualité de l'air était bonne. Mais il se faisait que ce jour-là, il pleuvait. Et donc, effectivement, quand il pleut, la qualité de l'air est bonne. Bertin Mampaquet, alors, est-ce que Céline Frémaux doit faire plus et plus vite? Vous la connaissez, vous pouvez lui dire un mot. Il existe Céline Frémaux qui est un très bon ministre sur la matière, pardonnez-moi de devoir le dire, parce que même à l'interne ou à l'extérieur, franchement, je ne suis pas payé pour le dire, mais enfin, franchement, quand même, elle a fait beaucoup de choses, elle le fait. Oui. Elle le disait Simone. Concrètement. Le 17, on a encore voté la zone de basse émission. Ce n'est pas facile, toutes ces choses à mettre en route aujourd'hui. Il y a déjà Bruxelles Air qui est déjà comme une disposition. Dans ce plan que vous évoquez, il y a 144 mesures qui sont... et je vois bien que son cabinet travaille énormément. À partir du 1er janvier 2018, vous savez bien que pour améliorer la qualité de l'air dans les cadres de la zone de basse émission, il y a déjà des mesures qui sont en application en région bruxelloise qui vont aller crescendo pour pouvoir, car j'ai d'ailleurs vu que ma collègue Simone avait, comme elle s'en préoccupe pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer de voitures électriques, elle envisage toute une série de mesures. Et nous-mêmes, mon collègue de Molenbeek, Ahmed El Kanous, a fait une suggestion à la ministre
qui doit faire l'objet d'une discussion au niveau du gouvernement. Pourquoi? Pour permettre peut-être des alternatives à des personnes qui sont concernées, impactées directement par la mise en application des mesures pour pouvoir assainir la qualité de l'air. Donc ça va, quoi. Non, tout va bien. Non. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle a le courage politique, et je crois qu'une de vos expertes le disait tout à l'heure, qu'il faut vraiment un courage politique, parce que ce sont parfois des mesures qui sont d'une réelle impopularité dans l'opinion publique. Et c'est là que vous me permettrez de tirer quand même chapeau à Céline Frémaux de venir au gouvernement avec des propositions qui sont un début d'action concrète pour pouvoir améliorer la qualité de l'air à Bruxelles. Pauline de Glume. Mais oui, c'est vrai qu'on veut bien faire des trucs pour le moment, mais surtout, il ne faut pas que ça change le mode de vie, quoi. Donc la zone basse émission, ça touche à peine plus de 2000 voitures à Bruxelles la première année. Pour la première année, voilà. 2700 mais voitures. Après, mais pour la première année. C'est pas pour critiquer, mais c'est pour très dire progressif. que même là, en effet, il faut un amendement, il faut qu'on puisse avoir une prime à la casse pour que les gens qui n'ont pas de moyens puissent racheter une voiture. Il ne faudrait quand même pas qu'ils soient défavorisés par rapport aux riches qui, eux, peuvent racheter directement une voiture plus propre. Donc c'est vrai que c'est un autre exemple qui montre à quel point c'est compliqué de venir avec ces mesures-là. Et puis Bruxelles est enclavée aussi. Je veux dire, on a les navetteurs, on n'a pas de réseau, on n'a pas de RER, donc c'est du niveau du fédéral, donc tout ça est très compliqué. Et donc il faut prendre tout ça en considération dans les débats au niveau politique aussi. Et on n'a pas de pistes cyclables. Elles sont inexistantes. Voilà, je crois que là, c'est une bonne conclusion, je crois, en tout cas pour ceux qui roulent à vélo. Et maintenant, on va passer à notre dernier sujet. Je voulais revenir sur ce fameux centre d'accueil pour réfugiés promis plusieurs fois. Alors, il ne verra le jour que le 1er décembre. Et encore, reportage Martin Collier et Charles Carpro. D'ici quelques jours, ces lits et ces bureaux deviendront des chambres pour les migrants du parc Maximilien. Mais à quelques jours de l'ouverture du centre d'accueil, il manque encore des douches. Alors, face au manque de réaction politique, les citoyens se mobilisent. On a un espace, on a obtenu des lits, manquait la dimension sanitaire, la dimension transport et d'autres dimensions encore qui étaient absolument nécessaires. Les réponses obtenues et les interpellations qu'on a faites en vue d'obtenir les moyens n'ont pas obtenu réponse, et donc il a bien fallu trouver un moyen. On a fait appel aux citoyens et en moins de 4 heures, on a pu collecter le montant nécessaire pour l'installation et l'allocation de ces sanitaires. Pari réussi donc pour la plateforme citoyenne. Quelques 10 000 euros ont déjà pu être récoltés. 10 000 euros payés par les citoyens donc. Est-ce bien normal? Du côté de la ville de Bruxelles, on estime faire un maximum. Nous avons loué ce bâtiment, nous allons payer la location, mais aussi l'eau, le gaz et l'électricité. Et d'autre part, ce sont les ONG qui allaient gérer ce centre, c'était l'accord. Ici, la ville a pris ses responsabilités et l'autre responsable est le fédéral par rapport à la politique migratoire. Le fédéral qui, dès le départ, s'est positionné contre l'ouverture du centre. Un deuxième Calais serait bénéfique électoralement pour le PS. Reste la région bruxelloise. En septembre dernier, Rudy Verwoerd, ministre-président, annonçait une enveloppe de 500 000 euros avant de faire marche arrière face au blocage du fédéral. Alors aujourd'hui, qu'en est-il? Nous aurions aimé pouvoir poser la question au ministre-président. Il n'a cependant pas pu répondre favorablement à nos demandes d'interview et renvoie la balle dans le camp du fédéral. Alors, Bertin Mampaka, comment ça se fait que c'est la solidarité vraiment des citoyens qui doit solutionner ce problème-là et qu'on n'arrive pas à trouver de moyens, que ce soit le régional ou le fédéral, on se relance là-bas. Il n'y a que la ville qui finalement a fait un petit quelque chose, mais le reste, c'est aux citoyens de se débrouiller et de trouver de l'argent pour rénover les sanitaires, par exemple. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Moi, je suis scandalisé quand j'entends ça, et vous n'avez certainement pas perdu de vue l'actualité par rapport à ce que CNN a montré aussi, qui se passe aussi également en Libye. Moi, je fais partie d'un parti que nous appelons humaniste, donc devant des choses comme cela qui touchent directement les citoyens, on ne peut que s'indigner, se révolter, condamner, et vraiment, on en perd parfois ses moyens quand on voit cette indifférence et individualisme. C'est vrai, mais enfin, ce qui se passe en Libye était là en Libye, là, ici, ça se passe chez nous. Ce sont les mêmes qui partent de Libye, qui arrivent chez nous. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour ceux qui arrivent chez nous? Il faut absolument faire quelque chose, et je pense que là, il faudrait qu'au niveau fédéral, ça se bouge réellement. Donc, je rappelle fédéral et pas le régional. Donc, c'est pas du tout... régional n'a rien à voir dans l'histoire. Au niveau régional, il y a quand même un dispositif hiver qui fonctionne déjà. Je ne dis pas que ça n'a rien à voir. On parle ici des réfugiés.
c'est pas une compétence. On sent qu'il y a un blocage au sein du gouvernement régional où là, francophones et néerlandophones ne sont pas d'accord en fait. La vision n'est pas la même. Simon Tsuski, sinon, Rudy Vervoort avait dit qu'il était prêt à donner de l'argent. Il faut l'encourager à mettre en pratique ses engagements. Alors je voulais dire deux choses. La première, c'est extraordinaire depuis 2015 de voir la solidarité qui s'est mise en place au niveau des citoyens. Et je veux dire, on l'a vu au parc Maximilien, on le voit aussi, des gens qui tous les jours collectent de la nourriture, préparent des sandwichs, rencontrent les gens. Je suis époustouflée de voir cette solidarité et je pense que c'est très important. Et ça, c'est le rôle de la société civile. Alors, la ville a pris ses responsabilités, elle a loué ce bâtiment et elle fait le maximum. Je pense qu'il faut encourager notre ministre-président à l'aider, à trouver des solutions. Mais je pense que le rôle du fédéral il doit aussi lui prendre ses responsabilités. Quand on voit que M. Franken se réjouit devant la presse que 150 réfugiés syriens, chrétiens viennent ici, pas aux frais du fédéral. Pas nécessairement chrétiens. Je pense, enfin, en tous les cas, aux frais de l'associatif aussi, il s'en réjouit, etc., parce qu'il ne doit rien faire, et donc il est très content, mais qu'il n'est pas prêt à faire en sorte que l'accueil soit mieux fait. On a vu, et je dirais un peu dans la foulée de ce que dit Bertin Mampaka, le Rwanda s'est engagé à recevoir 30 000 réfugiés de Libye, qu'un pays comme le Rwanda, qui est quand même un pays qui n'est pas un pays riche comme l'Europe, où est l'Europe, où prend-elle ses responsabilités? Donc je pense qu'il faut, aux différents niveaux, il faut interpeller le fédéral. Sylvie Losberg. Oui, alors c'est une compétence fédérale, il faut quand même le rappeler. Donc clairement, si la ville a mis des moyens, c'est très bien. Mais moi, je ne comprends pas comment un pays comme la Belgique peut se passer de respecter les droits fondamentaux. Comment on attend que ce soit les citoyens qui prennent en charge des fonctions qui sont les fonctions de l'État. Alors, on peut s'en réjouir et c'est tant mieux qu'il y a de la solidarité. Mais on est face à quoi, en fait, aujourd'hui? On est face à un secrétaire d'État qui est en charge de ces questions, qui attaque les associations, qui aident justement les migrants, qui attaque les migrants et qui fait des amalgames absolument racistes et insupportables. Et puis maintenant, il va se refaire une virginité avec un couloir humanitaire que les religieux vont gérer. À un moment donné, il faut arrêter ça, quoi, je veux dire. Ou qui va mettre la Belgique devant ses responsabilités? Ces gens arrivent chez nous. Ce n'est pas normal que ce soit les citoyens qui doivent mettre la main à la poche et qui doivent leur donner à manger. On ne laisse pas mourir des gens de faim ou de froid dans la rue, c'est pas normal. C'est assez hallucinant parce qu'il y a exactement 1 mois et demi, j'étais ici, on discutait déjà de ce débat avec un élu de la ville de Bruxelles, NVA et un MR, si je ne me trompe pas. Le débat était le même, c'est de se dire quand est-ce que le fédéral va enfin s'engager. On est donc 1 mois et demi plus tard, on est le 25 novembre, il fait pas très chaud dehors. Le problème est toujours le même. Alors la deuxième observation, je me demande en fait si finalement le monopole de la solidarité n'est pas exclusivement chez les citoyens. Quand on pense effectivement à cette plateforme de réfugiés, quand on pense à des opérations comme le Télévive, Viva for Life, Cap 48, finalement, heureusement que les citoyens sont là, c'est à se demander si tous ces gens qu'on a élus ont encore un cœur une fois qu'ils arrivent au pouvoir. Sandra Zinaï. Moi, je voudrais simplement dire que, puisqu'on a commencé avec les artistes tout à l'heure, eh bien, dans le milieu artistique, il y a énormément de théâtres qui, en fait, se cherchent d'accueillir des migrants toutes les nuits pour pas qu'ils dorment dehors et qu'il y a une solidarité formidable qui s'est organisée. Et bon, la question qu'on se demande, a-t-on vraiment besoin encore des politiques? Oui, mais quand même, parce que c'est la ville de Bruxelles. Oui, il y a encore des politiques qui ont du cœur, et ce n'est pas le monopole du cœur, comme dirait François Mitterrand, n'appartient pas aux autres. Mais c'est seulement les personnes que vous avez accueillies sont toutes les deux fédérales. Quand on a des ministres fédéraux, c'est-à-dire les libéraux, qu'on a Charles Michel qui participe dans un gouvernement, quand mon collègue Van den Dries est au gouvernement, qui ont été ici, et qui rejettent la balle sur le fédéral, alors qu'ils sont à la fois au fédéral et à la ville de Bruxelles. Là, nous qui sommes dans l'opposition à ce niveau-là du fédéral, on peut applaudir de demain quand une majorité de la ville de Bruxelles arrive encore à mettre un bâtiment payé dans des compétences qui ne sont pas les siennes. C'est vrai, comme disait Simone, il faut encourager le ministre-président dans son initiative où il s'est rétracté. Nous allons poursuivre les interpellations dans ce sens-là pour le rassurer que le cœur ne doit pas disparaître une fois qu'on est élu. Je pense qu'il y a de la sensibilité. On ne peut pas considérer l'homme politique comme étant devenu sensible par rapport à ce genre de... Merci. On va passer à notre coup de cœur.
Et on commence avec Zidani, qui est venu avec un livre. Oui. Pas seulement un spectacle, un livre. Alors, en fait, c'est un peu en lien avec mon spectacle, puisque c'est un spectacle sur le droit des femmes, axé un peu sur les tâches ménagères. Et j'ai vraiment un vrai coup de cœur sur ce livre qui est drôle, qui est amusant, qui est très ludique, qui part de la chaussette, vous savez, cette fameuse chaussette que personne ne ramasse. Et donc, l'auteur, en fait, s'interroge sur cette lourde question de la répartition des tâches pour en venir à la question des droits des femmes. Et vraiment, je le conseille. C'est un livre drôle, amusant et qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Voilà. Alors, à l'arrière de ce livre, d'ailleurs, elle écrit « Après avoir lu ce livre, vous ne ramasserez plus une chaussette qui traîne par terre, mieux vous le vivrez bien. » Oui, voilà. Comme ça s'adresse aux femmes. Oui. Parce que les hommes, déjà, on a l'habitude de ne pas les ramasser. Et elle dit aussi que le combat des femmes se gagnera devant un panier de linge sale. J'aime ça aussi. Pauline de Glume, vous, c'est tout à fait autre chose. Hein. Vous voulez nous parler de buvette. Mais oui, j'ai l'impression qu'il y a un retour de popularité des buvettes de clubs de sport en région bruxelloise. Ah bon? En fait, moi, cette semaine, j'ai 3 événements de soirées d'adieu, d'anniversaire qui se passent dans des buvettes. Donc, Boulodrome Charles Piquet à Saint-Gilles, l'Union Saint-Gilles, le club de l'Union à Forêt, Stade d'Ixelles. Et donc, voilà. Je ne sais pas si c'est en réaction à tous les bars branchouilles un peu partout. C'est vrai que c'est une numéro néon, c'est une déco qui n'est pas toujours vraiment alléchante, mais au final, c'est des boissons pas chères. On peut amener sa propre nourriture et des super ambiances. Et du coup, sachez-le, il faut parfois réserver les salles quelques semaines à l'avance. Alors, si vous voulez fêter un anniversaire, pensez à la buvette du sport. Et vous voulez nous parler, Sylvie, d'un magazine, enfin d'une revue plutôt. Oui, donc c'est la revue des bibliothèques de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a changé de look il y a un an, et même de mouture. Donc c'est la clôture de la première année. Et on propose un dossier très audacieux sur l'érotisme. Et donc je trouvais que dans ces moments où on parle de sexisme, c'est vraiment intéressant de voir qu'au fond l'érotisme, que ce soit dans la chanson, dans le cinéma ou dans la littérature et même évidemment dans l'EVRA, c'est-à-dire l'éducation à l'école, c'est un volet qui est très positif, qui est très chouette à partager. Et voilà, je voulais saluer cette initiative parce que je trouve que c'est important que dans le monde de la culture, on puisse aussi mettre en évidence tout ce que la sexualité a de joyeux. Et ça se trouve dans les bibliothèques. Alors vous, Aurore Pénois, artisan, c'est ça, vous venez de parler Oui, des c'est artisans. la journée des artisans, c'est demain, c'est partout en Wallonie et à Bruxelles. Et à Bruxelles, par exemple, vous allez pouvoir faire la découverte de Chantal à Woluwe à Saint-Lambert, qui a le cuir dans la peau, ou encore de Jean-Christophe Duperron, qui est un artisan mosaïste. Et si je vous en parle aussi, c'est parce que sur vivreici.be, on est allé à la rencontre de ces artisans, donc ça vous mettra déjà un petit peu l'eau à la bouche. C'est dès demain, toute la journée. Et puis c'est peut-être une idée déjà pour les cadeaux à proposer à Saint-Nicolas ou à offrir à Noël. Alors sans oublier le nouveau spectacle de Zidani, Quiche toujours, déjà ce soir au Saint-Michel. Ça s'appelle Quiche toujours. Et aussi, on peut dire que vous faites partie d'un collectif, vous me disiez tout à l'heure, le collectif. Alors, le Quiche toujours, c'est un projet qui se décline en 3 parties. Il y a le spectacle, des animations pédagogiques, et alors, à partir de mars 2018, la création d'un collectif Fuck la vaisselle, qui en fait est un collectif de femmes qui va prendre la place dans le milieu urbain par des flash mobs, par des chorales, et qui veut faire le lien entre les femmes d'ici et les femmes qui n'ont vraiment rien à dire, comme par exemple en Afghanistan, en Arabie Saoudite, les femmes qui sont cachées, qui ont des droits qui sont même, c'est même pas bafoués, qui sont complètement dans le mépris, et donc on veut faire le lien avec ces femmes-là aussi. Le collectif Fuck la vaisselle, ça on l'oubliera pas. Vous pouvez en faire partie parce que plaisir. On aimerait bien que beaucoup d'hommes participent aussi au collectif. Alors moi j'ai un coup de cœur en plus, ça s'appelle Ces jours qui disparaissent. C'est un album BD de Timothée Le Boucher aux éditions Glénat. Une BD qui m'a été conseillée par un bouche à oreille dithyrambique. Une histoire étrange qui fait penser à la série Black Mirror sur Netflix. Un moment, il se passe quelque chose qui dérègle notre quotidien. Et alors, c'est la descente aux enfers, prodigieux suspense. En tout cas, je vous le conseille. Merci à tous d'être venus. Merci, Simone Susskind, merci Bertin Mampaka, merci à nos experts et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres experts. Au revoir.